Oman également pourrait suivre la tendance, puisqu'Oman a fortement soutenu l'initiative émirati, suivie par Bahreïn. Il en est également de même pour le Maroc, pour le Soudan. Soutenir l'Égypte et la Jordanie dans leurs relations avec Israël. Alors, merci d'être avec nous ce matin en cette journée assez exceptionnelle. Certains parleront de journée historique puisque vont être signés à Washington ces accords de normalisation avec les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Et la question cardinale que je voudrais vous poser, c'est finalement, est-ce que c'est irréversible? C'est-à-dire, on a changé de paradigme au Proche-Orient, au Proche et Moyen-Orient, dans le monde arabe, envers l'État d'Israël aujourd'hui, et c'est le symbole de ce changement qu'on va vivre ce soir à Washington? Oui, je pense que c'est absolument irréversible et je vais vous dire pourquoi, pour deux raisons qui sont complémentaires. La première raison, c'est que le tabou de la normalisation avec Israël a été complètement brisé. C'est-à-dire que, alors on parle de normalisation avec deux pays, avec les Émirats arabes unis et Bahreïn, mais il y a également dans cette histoire une semi-normalisation avec l'Arabie saoudite, puisque, comme vous le savez, étant donné que ces deux pays n'ont pas de frontières communes avec Israël, pour parvenir d'Israël, pour atteindre Bahreïn ou les Émirats arabes unis, il faut bien passer par d'autres pays, à savoir la Jordanie et l'Arabie saoudite. Donc l'Arabie saoudite aussi, qui a accepté qu'Israël puisse survoler son espace aérien, a également accepté donc un acte de normalisation. Il y a des relations aujourd'hui avec l'Arabie saoudite, pas au niveau des ambassades, bien entendu, mais il y a des relations. Sans compter bien sûr le fait que d'autres pays ont encouragé l'initiative émiratie qui a été par la suite suivie par Bahreïn. Et d'ailleurs, les Bahreïnis, lorsqu'ils ont eux aussi à leur tour au tout début encouragé les Émiratis, ils ont dit « nous ferons la même chose, mais lorsque le moment sera venu ». Alors nous, moi je me suis dit « bon, dans un an », mais en fait, il leur a fallu attendre juste 2 semaines pour que Bahreïn suive. Tout simplement parce que l'opinion publique du Golfe, j'ai même envie de dire l'opinion publique arabe de manière générale, n'a pas manifesté une trop grande résistance, comme le prévoyaient de nombreux observateurs. Oman également pourrait suivre la tendance, puisqu'Oman a fortement soutenu l'initiative émirati, suivie par Bahreïn. Il en est également de même pour le Maroc, pour le Soudan. Et puis, je pense également que cet acte de normalisation va soutenir l'Égypte et la Jordanie dans leurs relations avec Israël, puisque jusque-là, dans ces deux pays, les relations étaient plutôt froides, plutôt au niveau politique et militaro-stratégique. Et bien là, aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus d'acteurs au sein de la société civile qui disent bah, écoutez, si les vrais Arabes, ceux du Golfe, qui n'ont aucun contentieux avec Israël, acceptent de franchir le pas, et bien pourquoi nous, on devrait se priver? Si vous voulez, ce sentiment de culpabilité qu'ont beaucoup d'Égyptiens et de Jordaniens compte tenu de leur relation avec Israël, va s'effriter avec le temps. Et que même si, par exemple, je dis ça comme ça, même si, par exemple, dans quelques années, les relations se détériorent entre Israël et les Émirats arabes unis, que, par exemple, on parvient en fin de compte à étendre notre souveraineté sur des lieux historiques de la Judée-Samarie, et que cela ne plaît pas à quelques-uns de ces pays, qu'on finit par rompre nos relations de nouveau, ou que l'un des deux rappelle son ambassadeur en Israël, eh bien, on aura déjà, si vous voulez, brisé ce tabou. Donc, il y a déjà ça d'acquis qui est absolument irréversible. La relation en elle-même n'est pas irréversible, mais le tabou qui a été brisé l'est largement. Alors, dans tout cela, je voudrais mieux comprendre avec vous la place des Palestiniens. Est-ce exact de dire que les Palestiniens, on va dire, dans l'absolu, n'ont jamais été une grande préoccupation pour les pays du Golfe Persique, qu'ils se sont bien entendu liés à la cause palestinienne, mais souvent, plus d'une fois, eh bien, les Palestiniens étaient plutôt des troubles faits plutôt que véritablement une cause que l'on veut défendre dans les pays du Golfe Persique? Non, moi je pense que globalement, il y a une solidarité avec les Palestiniens dans tous les pays arabes, y compris dans les pays du Golfe. Seulement, il y a une différente approche. Les pays du Golfe, aujourd'hui, les monarchies du Golfe, perçoivent les intérêts des Palestiniens de manière un petit peu différente. Ils n'ont jamais cru, en réalité. D'abord, l'OLP a toujours appartenu au camp panarabe, socialisant, très nationaliste, et donc profondément anti-occidental, hein, alors que les pays du Golfe sont des pays
si j'ose dire, intrinsèquement pro-américains. Ce sont des pays qui sont pro-américains depuis la première heure, pro-britanniques, pro-américains. Leur naissance même est liée aux puissances occidentales, tandis que, par exemple, d'autres pays, comme l'Égypte, par exemple, qui est aussi un pays considéré comme un pays pro-américain, mais l'Égypte a changé de camp. L'Égypte a appartenu par le passé au camp pro-soviétique. Donc, il y a là, si vous voulez, un clivage fondamental. Pour les pays du Golfe, la relation stratégique avec les Américains est quelque chose de fondamental et quelque chose de beaucoup plus important que toutes les considérations régionales. Et puis après cela, une fois qu'on a dit cela, il y a le bilan, il y a le passé. Et le passé est lourd. On se souvient que l'OLP avait soutenu Saddam Hussein dans ses aventures dans le Golfe et dans la menace qu'il a fait planer non seulement sur le Koweït, qu'il a fini par envahir le 2 août 1990, mais sur l'ensemble des pays du Golfe, puisque les velléités expansionnistes de Saddam Hussein ne s'arrêtaient pas du tout au Koweït, ce qui a expliqué à l'époque l'angoisse générale de l'ensemble des monarchies du Golfe qui ont appelé au secours les Américains et leurs alliés. Par conséquent, je pense qu'il y a plusieurs, si vous voulez, paramètres qui doivent être pris en compte lorsque l'on évalue la relation entre les pays du Golfe et les organisations officielles palestiniennes. Mais dire que les pays du Golfe se moquent des Palestiniens, je pense que non. Je pense qu'il y a un ras-le-bol, effectivement, parce qu'ils n'approuvent pas du tout l'approche palestinienne. Ils croient qu'il y a eu des opportunités qui ont été ratées par la direction palestinienne dans le siège des accords d'Oslo et par la suite Taba, etc., avec Annapolis. Il y a eu beaucoup d'opportunités qui ont été encouragées à l'époque par les pays du Golfe qui ont soutenu fortement l'initiative de paix saoudienne, qui a été rebaptisée initiative de paix arabe, etc., mais que finalement, rien ne fonctionne. Alors, donc, ils se disent que peut-être que l'approche n'a pas fonctionné pendant un siècle, peut-être qu'il faudrait changer d'approche aujourd'hui. La relation avec Israël leur permettra de jouer un rôle positif et un rôle différent dans le rapprochement entre Israéliens et Palestiniens, peut-être dans les mois et les années à venir. Alors, je voudrais parler aussi d'un cas qui me semble, d'un des cas particuliers, on va dire, c'est celui de l'Arabie Saoudite. Parce qu'on voit que l'Arabie Saoudite, vous le disiez tout à l'heure, s'engage aussi sur la voie à sa manière de la normalisation, mais il y a toujours une sorte de frein qui empêche les Saoudiens d'aller jusqu'au bout de cette normalisation, alors que c'est de notoriété publique que sur le plan sécuritaire, il y a des contacts entre Israël et l'Arabie Saoudite par rapport à la menace iranienne et que la logique aurait voulu que ces relations soient normalisées aussi. Pourquoi y a-t-il ce frein précisément avec l'Arabie Saoudite ? Alors, tout d'abord, je pense qu'on fait souvent une erreur, on commet souvent une erreur qui consiste à mettre l'ensemble des pays du Golfe dans le même panier. Or, l'Arabie Saoudite est différente des Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, c'est encore autre chose. Le Sultanat d'Oman, c'est un État neutre qui a des relations privilégiées avec l'Iran, c'est encore autre chose. Je veux dire, chacun des pays du Golfe a sa propre personnalité, son histoire, sa politique étrangère, ses angoisses du moment et son approche du conflit en cours, que ce soit le conflit israélo-palestinien, le conflit au Yémen, la guerre civile syrienne. Donc, il y a des divergences et des contrastes qu'il convient de prendre en compte. L'Arabie Saoudite est un pays qui est d'une taille extrêmement plus importante que les petites monarchies du Golfe. C'est un pays qui est indépendant depuis 1920 et donc qui a contribué dans le passé à l'effort de guerre arabe contre Israël, tandis que les Émirats Arabes Unis ou Bahreïn ont acquis leur indépendance en 1971, 2 ans seulement avant la dernière guerre, la guerre de Kippour, la dernière vraie guerre. Et par conséquent, il n'y a pas le même historique. Ensuite, l'Arabie Saoudite a des relations extrêmement complexes avec des puissances islamiques. L'Arabie Saoudite est l'état du siège de l'organisation de coopération islamique. Donc, il y a traditionnellement eu plus de fermeté à Riyad qu'à Abu Dhabi, à Manama ou à Doha. Et tout cela doit être, bien entendu, pris en compte. Mais ce n'est pas le plus important de mon point de vue. Le plus important, c'est que l'Arabie Saoudite a soutenu les initiatives de ces différents pays. Et Bahreïn, notamment, n'aurait jamais pu franchir le pas s'il n'y avait pas eu le feu vert de Riyad, puisque, comme vous le savez, les troupes saoudiennes sont stationnées à Bahreïn pour défendre ce petit pays des Iraniens. Est-ce qu'il faut, par exemple, est-ce qu'il faudrait une contrepartie concrète sur le modèle de ce renoncement israélien à l'annexion pour les Émirats pour que les Saoudiens puissent, on va dire, s'engager sur la normalisation pleine et entière avec Israël ? Ou ça sera plus complexe encore ?
C'est-à-dire que les Saoudiens considèrent qu'il faudrait qu'il y ait une avancée dans le. Alors, déjà, il y a un assouplissement dans la position saoudienne, puisque la position initiale qui s'est exprimée dans l'initiative, justement, l'initiative de paix saoudienne, qui sera rebaptisée à l'occasion du sommet de la Ligue arabe de Beyrouth en 2002, initiative arabe, mais qui est une initiative à la base saoudienne, consiste à dire retrait israélien jusqu'aux frontières de 67 pour les territoires revendiqués par les Palestiniens, mais aussi le plateau du Golan, hein, puisque l'initiative arabe, on l'oublie souvent, prend en compte également la question syrienne. Et en contrepartie d'accords de normalisation. Aujourd'hui, la position saoudienne consiste à dire non pas un retour aux frontières de 67, mais une reprise des négociations avec les Palestiniens. Donc, c'est sans parvenir à un accord. Donc, c'est une position déjà qui est beaucoup plus souple qu'auparavant. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, l'Arabie saoudite donc, soutient l'idée qu'il faut revenir à la table des négociations, mais en même temps, les Saoudiens sont conscients que s'il n'y a pas un retour à la table des négociations, c'est peut-être surtout à cause des difficultés palestiniennes. Il y a un bras de fer qui oppose Riyad non pas au Hamas à Gaza, mais aussi aux autorités palestiniennes de Ramallah. Et on l'a vu à travers plusieurs étapes durant les dernières années. On a même vu l'effigie du prince héritier d'Arabie Saoudite brûlée dans des manifestations du Fatah ou de l'OLP. Hein, donc, ce n'est même pas des manifestations du mouvement islamiste Hamas. Cette dégradation des relations, bien entendu, aura impacté la bénédiction saoudienne, cette volonté saoudienne d'encourager des accords avec les monarchies du Golfe. Et à mon avis, là aussi, c'est l'opinion publique arabe qui est en train d'être testée et retestée et re-retestée. Et je n'exclus pas du tout que l'Arabie saoudite rejoigne le train de la paix, peut-être dans un an et demi, en fonction des circonstances. Mais il faut effectivement qu'il y ait ne serait-ce qu'un début de dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Docteur Masri, pour terminer, et revenir à cette cérémonie d'aujourd'hui sur les pelouses de la Maison-Blanche, est-ce que l'on doit s'attacher au fait que, par exemple, les deux pays, les Émirats et le Bahreïn, n'aient pas envoyé leur plus haute personnalité, c'est-à-dire le prince héritier Mohammed Ben Zayed ou alors le roi Mohammed Ben Khalifa, pour signer ces accords, ou alors c'est anecdotique? Non, alors je suis content que vous me posiez cette question parce qu'on ne l'a jamais posée, elle est effectivement importante. Et c'est tout simplement parce que c'est quand même un acte fort, pas très populaire. Alors dans les pays du Golfe, effectivement, il n'y a pas d'opposition pan-arabe socialisante, mais au sein des pays arabes. Et donc, au Bahreïn, il y a tout de même une opposition, hein, une opposition chiite. Oui, une opposition subversive qui n'est pas tellement représentée dans le Parlement. Donc, c'est une opposition clandestine, si j'ose dire, et pilotée par l'Iran. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les souverains du Golfe n'ont pas tellement envie de voir leur effigie brûler dans des manifestations de haine et de colère, et ils préfèrent sacrifier les petits, leur ministre des Affaires étrangères. Mais je rappellerai ici. Ça veut dire que c'est encore trop frais pour pouvoir aller jusqu'à une poignée de main entre Netanyahou et... Oui, ça veut dire qu'on ne verra pas le roi de Bahreïn ou le chef de l'État émirati se rendre à Jérusalem ou faire un discours à la Knesset ou recevoir... Mais Netanyahou, lui, pourra être reçu dans ses capitales. Mais je veux rappeler ici un élément historique, c'est qu'au tout début du rapprochement israélo-égyptien, au tout début des pourparlers de paix, avant bien entendu la normalisation, Anwar el-Sadat ne rencontrait pas Begin et lui envoyait son premier ministre. Alors, et puis en disant après tout, Begin est premier ministre, et alors je lui envoie aussi un premier ministre. Sauf que c'est pas du tout la même chose, puisque en Égypte, le premier ministre est nommé par le président, tandis qu'en Israël, c'est le chef de l'exécutif. Et Begin avait protesté une fois en disant je refuse de rencontrer un premier ministre nommé, je suis un premier ministre élu. Et puis, il y avait eu une mini-crise diplomatique entre les deux pays. Les Égyptiens avaient dit « Ah, ça veut dire quoi nommer? C'est une ingérence dans nos affaires intérieures égyptiennes, etc. etc. » Donc, cette sous-représentation des diplomatiques des Égyptiens à l'occasion de plusieurs des premiers pourparlers de paix avec Israël,
je pense que ce qui se passe aujourd'hui me rappelle cet épisode. Ça n'a pas tellement beaucoup d'importance. Je rappellerai aussi qu'au tout début des relations avec la Jordanie, également, le roi de Jordanie a envoyé son premier ministre ou son ministre des Affaires étrangères discuter avec le chef de l'exécutif en Israël. Ce sont des choses pas très importantes. Et je dirais même que le fait qu'il y ait deux pays arabes à la cérémonie, ça compense le fait que la représentation soit diminuée, puisque de l'autre côté, nous avons un Premier ministre qui représente un pays, de l'autre, vous avez deux ministres des Affaires étrangères, mais ce sont deux pays et non pas un seul. Donc je pense qu'en fin de compte, ça reste quand même équilibré, et on sait très bien que la relation qui existe entre le président Trump et le Premier ministre Netanyahou est tellement plus importante que la relation qui unit le président Trump au souverain de ces deux pays. Donc je pense que sur le plan protocolaire, je ne trouve pas ça très gênant, et sur le plan, bien entendu, stratégique et de long terme, ça s'est déjà vu avec la Jordanie, avec l'Égypte, donc je ne pense pas que cela voudrait dire que la relation sera moins importante à l'avenir. Au contraire, je pense que nous avançons vers une vraie paix qui n'a absolument rien à voir avec ce que nous avons connu jusqu'à présent. Et la preuve, c'est que il y a des relations entre sociétés civiles des différents pays. Eh bien. On parle d'investissement, et j'ai regardé avec beaucoup d'attention Merci les déclarations beaucoup des chefs d'État du Golfe dans la presse arabe. Ils disent en arabe exactement ce qu'ils disent en anglais, ce qui n'était pas tout le cas avec les Égyptiens et les Jordaniens. Eh bien, docteur Masri, merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour nous avoir bien donné et expliqué, on va dire, les tenants et les aboutissants de ces accords qui vont être signés aujourd'hui à Washington. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, et Shana Tova à vous et à toute votre famille. Merci. Shana Tova.